Avril 1945. Le silence qui accueille les premiers soldats alliés est irréel. Ce qu'ils découvrent en franchissant les portes des camps nazis n'a rien d'un camp de prisonniers. C'est une usine conçue pour l'extermination. Des corps empilés comme du bois, des fours crématoires encore tièdes et des survivants réduits à l'état de squelettes dont le regard vide raconte l'indicible. Mais la fin de la barbarie organisée allait laisser place à une autre forme de violence. À l'instant même où les chaînes tombent, un basculement s'opère. Les prisonniers, quelques minutes plus tôt au bord de la mort, se retournent contre leurs bourreaux. Aucun ordre n'est donné, aucun procès n'est tenu. La justice devient une affaire de vengeance immédiate et sans pitié. Pour les gardiens nazis, la peur venait de changer de camp. Certains sont alignés et abattus sur le champ. D'autres sont battus à mort, sous une pluie de coups qui libèrent des mois de haine contenue. De nombreux capots et membres de la SS meurent ce jour-là, dans le chaos et le silence. Leur mort ne sera jamais enregistrée. Face à cette fureur, les soldats américains détournent le regard. Parfois, ils aident. Le plus souvent, ils n'interviennent pas. Leur inaction était une forme de consentement. La scène se répète à travers l'Europe en ruine, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Chaque camp libéré devient le théâtre d'une justice sommaire, un chapitre de l'histoire que l'on préférera oublier. Pendant des décennies, cette vérité restera enfouie. Un épilogue sanglant à la libération où les portes de l'enfer se sont ouvertes une dernière fois. Au printemps 1945, le Troisième Reich s'effondre. Tandis que les armées alliées percent vers le cœur de l'Allemagne, les soldats pensent avoir tout vu du visage de la guerre. Ils ont tort. Ce qu'ils s'apprêtent à découvrir ne va pas seulement changer le sens moral du conflit, mais altérer à jamais la conscience humaine. Le 29 avril, des unités de la 7e armée américaine approchent de la ville bavaroise de Dachau. Ce qui ressemble d'abord à un simple camp de prisonniers révèle bientôt une toute autre réalité. Avant même d'atteindre l'entrée, les soldats tombent sur un train de marchandises arrêté sur une voie de garage. À l'intérieur, entassés comme des objets, gisent près de 2000 corps en décomposition avancée. La scène, immobile et silencieuse, fige sur place des vétérans endurcis par 500 jours de combat à travers l'Europe. L'impact n'est pas que visuel. Une odeur épaisse, douceâtre et écœurante imprègne leurs uniformes, leur peau, leur mémoire. C'est une présence impossible à ignorer, impossible à comprendre sur le moment. Ce qui suit n'est pas une bataille, mais une descente dans l'inexplicable. En pénétrant dans le camp, les troupes américaines font face à des ombres humaines, privées de toute dignité. Des hommes squelettiques, vêtus de haillons rayés, avancent en traînant les pieds. Ils se dirigent vers ceux qui incarnent, à cet instant, une promesse de vie devenue improbable. Beaucoup pèsent moins de 40 kilos. Certains ne tiennent plus debout. D'autres s'effondrent avant même de pouvoir prononcer un mot. Dans un coin du camp, un drapeau blanc s'agite. Un officier de la Croix-Rouge suisse, accompagné de 2 membres de la SS, annonce la reddition officielle du complexe. Derrière eux, plus de 30 000 prisonniers survivent dans des conditions extrêmes de faim, de maladie et de surpopulation. Les baraquements, prévus pour quelques centaines de personnes, en abritent maintenant plus d'1 millier chacun. Dehors, entre les bâtiments, les corps de ceux qui n'ont pas tenu jusqu'au dernier jour jonchent le sol. Les soldats découvrent des salles de torture, des pièces remplies de cadavres et des fours crématoires encore tièdes. Certains corps ne sont morts que depuis quelques heures, d'autres sont dans un état de putréfaction avancé. Les structures, fonctionnelles et ordonnées, révèlent une organisation méthodique et glaçante. Chaque recoin semble avoir été conçu pour optimiser la déshumanisation, pour effacer systématiquement tout espoir. La doctrine militaire avait préparé ces hommes à combattre des armées, pas à découvrir les preuves d'un massacre industrialisé. La ligne entre l'ennemi qui se rend et l'auteur de crimes contre l'humanité devient floue. Les émotions oscillent entre la stupeur, la fureur et une paralysie morale sans précédent. Des scènes similaires se répètent partout sur la carte. À Bergen-Belsen, les forces britanniques trouvent 60 000 prisonniers vivant au milieu de milliers de cadavres. À Auschwitz, les troupes soviétiques découvrent des entrepôts remplis de cheveux humains, de prothèses dentaires, de chaussures d'enfants. Face à l'inconcevable, la réaction alliée n'est pas seulement militaire. Quelques semaines plus tôt, en visitant le camp d'Ordruf,
Le général Eisenhower ordonne de tout documenter, des photographies, des films, des témoignages, non pas pour la stratégie, mais pour la mémoire. Il comprend que, un jour, l'horreur sera remise en question par ceux qui ne l'ont pas vécue. Pour les prisonniers, la libération est une rupture brutale. La joie, le soulagement, la confusion, la rage, tout converge en un instant qui défie les mots. L'inversion du pouvoir est soudaine. Ceux qui étaient tout-puissants, les gardes SS, les capots collaborateurs, se retrouvent soudain au même niveau que leurs victimes. Certains tentent de fuir, d'autres se déguisent en prisonniers, mais rien ne peut effacer leur visage, ni le souvenir de leurs actes. La libération amène une transition sans mode d'emploi. La doctrine militaire n'offre aucune instruction sur la conduite à tenir face à un crime de masse hors du champ de bataille. Dans ce vide juridique et moral, des réponses complexes émergent. Certains soldats tentent de maintenir la discipline. D'autres, en silence, laissent certains actes se produire. La justice formelle n'existe pas encore dans ce décor. Ce qui existe, c'est un besoin désespéré de briser le cycle d'impuissance qui a défini la vie des prisonniers. Les premiers rapports officiels minimiseront ces épisodes. L'accent est mis, à juste titre, sur la documentation de l'horreur nazie. Mais dans l'ombre de la libération, des décisions éthiques aussi difficiles que l'acte même de résister se sont jouées. Le silence qui a suivi n'a pas effacé ces moments. Il les a simplement laissés sans récit public. La libération de Dachau n'était pas un simple sauvetage. C'était une collision frontale entre l'idéalisme d'une guerre juste et la réalité de ce qu'elle cherchait à arrêter. Là, les soldats n'ont pas seulement trouvé des victimes, ils ont découvert qu'ils pouvaient devenir, pour un instant, les exécuteurs d'une justice qui ne pouvait plus attendre. Dans l'après-midi du 29 avril 1945, l'air à l'intérieur du camp de concentration de Dachau est lourd, immobile. En quelques heures à peine, la mécanique de domination qui a broyé des dizaines de milliers de vies s'effondre. Le pouvoir vient de changer de main. Les anciens maîtres se retrouvent soudain désarmés, encerclés par ceux qu'ils ont torturés et par des soldats qui peinent à comprendre l'horreur qu'ils découvrent. Le haut commandement SS a fui le camp juste avant l'arrivée des troupes alliées, abandonnant derrière lui les subalternes et le personnel administratif. Beaucoup tentent de se déguiser, de se fondre parmi les prisonniers ou de prétendre occuper des fonctions médicales. Leur sort ne dépend plus de ce qu'ils ont fait, mais de qui les trouvera en premier. Un lieutenant SS a bien remis le commandement temporaire aux autorités américaines, mais la coordination est quasi inexistante. Des troupes américaines pénètrent dans le camp par différents flancs, sans liaison claire entre elles. Chaque groupe se heurte à une nouvelle vision d'épouvante. Des amoncellements de corps, des fours crématoires encore tièdes, des enfants mourants. Chaque découverte attise la fureur. Dans une cour murée près de l'infirmerie, utilisée pour stocker du charbon, une cinquantaine de membres de la SS sont rassemblés sous bonne garde. Le commandant du bataillon, un officier aguerri, s'efforce d'organiser des positions défensives. Il s'absente un court instant pour coordonner ses opérations. C'est à ce moment que l'inévitable se produit. Des coups de feu éclatent. Une mitrailleuse ouvre le feu sur les prisonniers allemands. À son retour, l'officier découvre plusieurs corps abattus le long du mur. Il stoppe l'exécution et impose une discipline de fer. Mais la scène est déjà gravée dans les mémoires et bientôt dans les rapports militaires. La justification immédiate fut que les prisonniers avaient tenté de s'échapper. Pourtant, les enquêtes internes concluront qu'il n'y a eu aucune tentative de fuite. Le déclencheur n'était pas tactique, il était émotionnel. Certains soldats, submergés par la souffrance dont ils venèrent d'être témoins, ont franchi une ligne invisible, la ligne entre la justice et la vengeance. Des épisodes similaires se produisent ce même jour. Près de la gare du camp, 4 soldats allemands sont exécutés sommairement par un officier américain. Il venait de les trouver cachés dans un wagon de marchandises juste après avoir découvert le train rempli de cadavres. Un de ces hommes grimpe dans le wagon et achève les blessés pour s'assurer qu'aucun ne survivra. Dans le camp principal, les officiers américains organisent le tri des prisonniers allemands. Les soldats de la Wehrmacht sont séparés du personnel SS. Ces derniers sont conduits dans une zone à l'écart. Selon de multiples témoignages, ils y sont exécutés sur le champ par des soldats américains armés de fusils, de pistolets et d'armes improvisées. Le nombre total de morts cet après-midi-là reste débattu.
Les rapports les plus solides, issus des enquêtes de l'armée américaine, estiment qu'entre 30 et 50 membres de la SS ont été tués après la reddition du camp. Mais les exécutions ne se limitent pas au personnel en uniforme. Les anciens prisonniers prennent aussi leur revanche. Des gardes sont battus à mort avec des outils de travail, d'autres étranglés avec des draps. Les capots, ces prisonniers qui avaient exercé le pouvoir durant la captivité, deviennent la cible d'une vengeance particulièrement intense. Ils sont reconnaissables à leur brutalité passée et à leurs privilèges visibles. Dans certains cas, les prisonniers expliquent leurs gestes aux soldats alliés. Ils montrent les tatouages SS sous le bras, désignent leurs cicatrices ou prononcent simplement les noms de ceux qui ont assassiné leur famille. Parfois, les soldats ne se contentent pas de regarder. Ils tendent des armes rudimentaires aux survivants. La frontière entre la responsabilité individuelle et la colère collective devient presque impossible à tracer. L'armée américaine mène une enquête officielle. Le lieutenant-colonel en charge du rapport confirme des violations de la Convention de Genève, notamment des exécutions sommaires de prisonniers qui s'étaient pas rendus. Des cours martiales sont recommandées pour plusieurs officiers impliqués, mais les procédures ne seront jamais lancées. Le rapport remonte jusqu'au général George S. Patton, alors gouverneur militaire en Bavière. Selon plusieurs sources, il l'écarte sans autre forme de procès. La justification tacite était simple. Après ce que ces hommes avaient vu, les jugés semblaient moralement intenables. L'avocat militaire qui a examiné l'affaire a résumé l'ambivalence générale. Ce qui s'est produit était illégal, mais ne pouvait être évalué en dehors du contexte extrême dans lequel cela s'est produit. Pour beaucoup d'officiers, l'horreur de Dachau avait fait voler en éclats les cadres moraux conventionnels. Contrairement à d'autres lieux emblématiques du camp, le mur de la cour à charbon ne porte aucune inscription. Aucune plaque ne rappelle ce qui s'y est passé cet après-midi-là. Il reste un symbole muet de cet instant où les rôles se sont inversés et où les libérateurs ont dû faire face à une question sans réponse. Comment agir quand la loi ne suffit plus face au mal ? Dans le silence glacial du 29 avril 1945, les portes de Dachau s'ouvrent. Mais les prisonniers ne courent pas. Ils ne crient pas. Des années de survie leur ont appris que l'espoir est un piège. La libération n'est d'abord qu'un vide déconcertant. C'est seulement lorsque les gardes sont désarmés, lorsque les soldats alliés deviennent une certitude, que la véritable réaction commence. La hiérarchie imposée par les SS s'effondre en un instant. Dans ce vide, les émotions trop longtemps contenues déferlent, le soulagement, le chagrin, la fureur. Mais la rage ne se contente pas de mots ou de larmes, elle cherche des cibles. Les premiers visés sont les capots, ces prisonniers à qui les SS avaient délégué le pouvoir. Bien qu'ils soient eux-mêmes des détenus, beaucoup avaient embrassé leur rôle avec une brutalité sans nom, pour quelques privilèges dérisoires. Leur chute est immédiate et d'une violence inouïe. Dans les baraquements, on les traque, on les traîne dehors, on les pend aux poutres ou on les bat à mort avec les outils même du camp. Contrairement aux gardes allemands, leur proximité avec les victimes rend la vengeance plus personnelle, plus viscérale. Certains sont tués en plein jour, d'autres disparaissent la nuit, sans témoin ni procès. Les gardes SS qui tentent de se fondre parmi les détenus subissent le même sort. Ils ont beau jeter leurs uniformes, des détails les trahissent. Un tatouage sous le bras, un visage que personne n'a oublié. On les trouve, on les expose, on les exécute avec des armes de fortune, des barres de fer, des pierres, n'importe quoi. La vengeance n'est pas organisée, mais elle est implacable. Au milieu de ce chaos, quelques soldats américains tentent d'intervenir. Ils essaient de séparer les agresseurs de leur proie, de ramener un semblant d'ordre. Mais beaucoup d'autres, face à l'horreur qu'ils découvrent, choisissent de détourner le regard. Certains vont même jusqu'à glisser une arme rudimentaire dans la main d'un prisonnier. L'autorité officielle existe, mais le véritable contrôle est ailleurs. Pourtant, toute la violence n'est pas spontanée. Dans certains secteurs du camp, des prisonniers politiques organisent des tribunaux improvisés. On recueille des témoignages, on énonce des charges, on prononce des sentences. Les exécutions sont rapides, mais elles ne sont pas arbitraires. C'est une quête de dignité au cœur même du chaos. Le phénomène ne se limite pas à Dachau. À Buchenwald, la résistance clandestine avait préparé des listes de collaborateurs. Dès que les nazis se retirent, les prisonniers prennent le contrôle et appliquent une justice expéditive. À Bergen-Belsen, malgré un contrôle britannique plus strict,
des règlements de compte ont lieu à la faveur de la nuit. Partout, la logique est la même, reprendre le contrôle là où tout contrôle avait été anéanti. La réaction des soldats alliés est complexe. Certains sont profondément troublés par ce qu'ils voient, d'autres y voient une réponse inévitable, presque légitime. Dans leurs journaux intimes, des médecins et des officiers écrivent qu'ils ne peuvent justifier ces actes légalement, mais qu'ils ne peuvent pas non plus les condamner moralement. Certains soldats confient même qu'ils préfèrent que les prisonniers fassent justice eux-mêmes. Pour des hommes et des femmes traités pendant des années comme des objets, décider du sort de leur bourreau est un acte extrême. Mais c'est aussi, peut-être, le seul moyen de redevenir humain. La nuit qui suit la libération, la violence devient silencieuse. Dans l'ombre des baraques, des capots et des informateurs sont tués sans un bruit. On estime leur nombre entre 20 et 40. Le lendemain matin, les rapports officiels ne mentionnent que des incidents. La priorité est déjà ailleurs, l'hygiène, la nourriture, l'organisation. La justice spontanée n'a pas sa place dans le récit qui se construit. Pour beaucoup de survivants, ces heures resteront un secret complexe. Ce n'est ni une source de fierté, ni un sujet de regret. C'était une nécessité émotionnelle, une forme de justice brute, une réponse humaine à l'inhumain. Au fil du temps, certains témoigneront, d'autres se tairont à jamais. Dans la mémoire collective de la Shoah, ces moments demeurent dans une marge floue, ni tout à fait cachée, ni pleinement reconnue. Dans le chaos des derniers jours de la guerre, une justice brutale, longtemps cachée, est sur le point d'éclater au grand jour. La vengeance contre le personnel des camps n'est pas un événement isolé à Dachau. Elle se répète dans toute la constellation de camps libérés durant les derniers mois du conflit, une vague de représailles qui semble jaillir du chaos lui-même. Chaque libération est unique, façonnée par l'instant, par l'état des survivants et par la nature des troupes libératrices. Pourtant, une constante demeure. Là où des gardes cessent ou des capots sont restés, la violence éclate. Elle prend la forme d'exécutions spontanées ou de règlements de comptes organisés, une justice sauvage, née de l'horreur. Le 4 avril 1945, des unités américaines pénètrent dans Ohrdruf, un sous-camp de Buchenwald. C'est le premier camp de concentration découvert par les Américains sur le sol allemand. Contrairement à Dachau, le site a été abandonné à la hâte. Les SS ont tenté d'effacer leurs traces, forçant les détenus à exhumer et brûler les corps des fosses communes avant d'exécuter ces mêmes travailleurs. Puis, ils ont fui. Mais leur fuite n'a pas été assez rapide pour tous. Plusieurs SS, qui avaient troqué leur uniforme contre des vêtements civils, sont capturés par la population locale. Ils sont livrés aux forces américaines, ou parfois directement aux anciens prisonniers. Selon des récits fragmentaires, au moins 7 d'entre eux sont battus à mort. Leurs corps sont ensuite exposés à l'entrée du camp. La notoriété d'Ohrdruf explose le 12 avril, lorsque le général Eisenhower s'y rend, accompagné des généraux Patton et Bradley. Confronté aux preuves des atrocités, Patton est physiquement malade. Eisenhower, le visage dur, ordonne une documentation exhaustive de la scène. Il fait venir les unités qui ne sont pas au combat pour qu'elles voient l'horreur de leurs propres yeux. Il convoque même le maire et les citoyens de la ville voisine, balayant leur dénégation d'ignorance. À Buchenwald, l'un des plus grands camps d'Allemagne, le scénario est bien différent. Le 11 avril 1945, lorsque les Américains de la 6e division blindée arrivent, une organisation de résistance interne a déjà pris le contrôle. Ce réseau clandestin, formé de prisonniers politiques et de prisonniers de guerre soviétiques, avait secrètement amassé des armes et préparé ce moment. Quand les SS ont commencé à évacuer le camp début avril, forçant des milliers de détenus dans des marches de la mort, la résistance a agi. Le 11 avril, alors que les blindés américains approchent, les insurgés s'emparent des miradors et désarment les gardes restants. À leur arrivée, les soldats américains découvrent une administration de prisonniers qui fonctionne déjà. Les SS et leurs collaborateurs ont été séparés des autres. Jorge Semprún, survivant espagnol et futur écrivain, décrira plus tard comment le comité de résistance a mené des représailles systématiques. Ils avaient des listes. Ils savaient qui avait tué, qui avait torturé, qui avait volé la nourriture des mourants. Des dizaines de SS et de capots étaient déjà enfermés dans la prison du camp, gardés par des détenus armés. Les exécutions à Buchenwald sont plus organisées que la violence spontanée de Dachau.
Des témoignages de prisonniers soviétiques rapportent qu'entre 80 et 100 membres SS et Kapos sont exécutés après des procès sommaires menés par le comité. Les méthodes varient, pendaisons, fusillades avec des armes capturées, ou parfois, les gardes sont forcés de subir les mêmes tortures qu'ils avaient infligées. Pendant plusieurs jours, les forces américaines laissent les procédures se dérouler avant d'imposer leur autorité militaire. À ce moment-là, la plupart des bourreaux identifiés ont déjà payé leur dû. Le colonel Robert Allen commentera plus tard « Nous comprenions que nous assistions à une justice inversée. Mais après ce que ces hommes avaient enduré, qui étions-nous pour les juger ?» Le 15 avril 1945, les forces britanniques pénètrent dans le camp de Bergen-Belsen. Ce qu'elles découvrent dépasse l'entendement. C'est un désastre humanitaire comme nul autre camp à l'ouest. Un officier médecin britannique décrira plus tard la scène comme une vision de cauchemar. Environ 60 000 prisonniers survivent au milieu de 13 000 cadavres non enterrés. La plupart sont gravement malades, atteints du typhus, de la tuberculose ou de la dysenterie. Les vivants gisent parmi les morts, sans nourriture ni eau depuis des jours, dans une souffrance indescriptible. Face à l'urgence, la priorité absolue est l'aide médicale, bien avant la sécurité ou la justice. Pourtant, les Britanniques adoptent une méthode singulière pour le personnel du camp. Contrairement aux Américains à Dachau ou Buchenwald, ils réquisitionnent systématiquement les membres de la SS pour les opérations de nettoyage. Près de 80 gardes sont forcés de manipuler les corps à main nue, de les charger dans des fosses communes. Tout équipement de protection contre les maladies leur est interdit. En quelques jours, les rapports médicaux confirment qu'une vingtaine de gardes ont contracté le typhus au contact des cadavres. Ils meurent peu après. Cette participation forcée est une forme de représailles lente et silencieuse. C'est aussi une confrontation brutale avec la réalité. Le capitaine britannique Derek Sington, qui supervise l'opération, note « Nous les forcions à regarder chaque visage avant de l'enterrer ». Certains gardes pleuraient, d'autres vomissaient. Pour eux, ils ne ressentaient rien. Quand la nuit tombait sur Bergen-Belsen, la surveillance britannique se relâchait. C'est alors que les survivants réglaient leurs propres comptes. Les témoignages indiquent que les capots et les informateurs les plus cruels étaient emmenés derrière les baraquements. Un survivant polonais se souvient « Après la tombée de la nuit, nous faisions justice. » Peu d'entre eux voyaient le lever du jour. À l'Est, dans les territoires libérés par les Soviétiques, les représailles prennent une forme plus systématique. À Majdanek, près de Lublin, libéré dès juillet 1944, les autorités encouragent l'identification des gardes et les font pendre publiquement. À Sachsenhausen, au nord de Berlin, les troupes soviétiques laissent les prisonniers se venger longuement avant d'établir leur contrôle. Mais le cas le plus frappant se produit au camp de Janowska, près de Lviv. Des dizaines de gardes sont capturés alors qu'ils tentent de fuir. Le commandant soviétique les rassemble et les livre aux survivants avec ces simples mots « Ils sont à vous, jugez-les ». Aucun des gardes ne survécut à la nuit. Ces scènes révèlent bien plus qu'une simple violence spontanée. Les commandants militaires sont confrontés à des situations qu'aucun manuel de guerre n'avait anticipées. Sur le terrain, des soldats et des officiers prennent des décisions immédiates, guidés par leur propre conscience face à l'horreur. Pour les survivants, ces actes sont une reconquête. Après des années d'impuissance totale, ils reprennent le contrôle de leur destin. Un survivant de Bergen-Belsen l'expliquera plus tard. Ce n'était pas une simple vengeance, c'était la restauration d'un ordre moral. Ceux qui avaient perverti toutes les valeurs humaines devaient répondre de leurs actes, non pas devant un tribunal lointain, mais face à ceux qui avaient survécu à leurs crimes. Les réactions militaires varient énormément, de la permission tacite à Dachau à l'approche plus contrôlée de Bergen-Belsen. Elles reflètent une compréhension qui évolue en temps réel. Mais dans le chaos des premiers instants, alors que l'ampleur du système nazi se révèle à peine, la frontière entre la justice et la vengeance se dissout. Dans le vide laissé par l'effondrement du Reich, les survivants deviennent les premiers juges. Dans le chaos de la libération, alors que l'autorité nazie s'effondre et que les gouvernements militaires alliés s'installent, une autre forme de justice prend place. Une justice menée par les survivants eux-mêmes, qui disparaîtra des récits officiels, mais restera gravée dans leur mémoire. Face aux représailles des prisonniers contre leurs bourreaux,
La réponse militaire alliée est marquée par une profonde ambiguïté. En théorie, la loi est claire. Les conventions de La Haye et de Genève exigent que tout combattant qui se rend soit protégé, quels que soient ses crimes. Mais face à la monstruosité du système concentrationnaire, de nombreux commandants font un choix délibéré, suspendre temporairement ces principes. L'attitude du général George Patton à Dachau illustre parfaitement cette tension. Gouverneur militaire de la Bavière, il reçoit un rapport détaillé du lieutenant-colonel Joseph Whittaker. Le document prouve, avec témoignages et photos, que des soldats américains ont violé les lois de la guerre. Au lieu de lancer des procès, Patton aurait déchiré le rapport, enterrant l'enquête sur le champ. Dans son journal, il écrit « Nos ennemis ne sont pas des soldats, mais des criminels. Nous ne pouvons juger les réactions d'hommes qui ont vu de telles choses avec des standards normaux. » Cette perspective se propage sur tout le front. Sur le terrain, elle se traduit par un manque de supervision volontaire. À Dachau, le lieutenant-colonel Felix Sparks, qui a pourtant tenté de stopper des exécutions, adopte une attitude permissive. Son rapport mentionne simplement que ces hommes ont isolé le personnel SS pour traitement, sans préciser la nature de ce traitement. Quand on l'informe que des survivants s'en prennent au capot, il ordonne à ses officiers de sécuriser le périmètre du camp, pas d'intervenir à l'intérieur. Les rapports de la police militaire de l'époque reflètent cette ambiguïté systématique. Une note typique pourrait indiquer « D'anciens prisonniers non identifiés auraient participé à des actions disciplinaires non autorisées. La police militaire n'a pu intervenir, faute de personnel et en raison de l'urgence médicale. » Ce langage bureaucratique masque une réalité brutale, tout en reconnaissant les faits sans jamais engager la responsabilité des forces alliées. La Croix-Rouge, présente sur plusieurs sites, maintient une stricte neutralité, se concentrant sur l'aide humanitaire. Mais en interne, ses communications montrent qu'elle est au courant. Un délégué suisse à Dachau écrit à Genève « Les autorités militaires semblent avoir temporairement suspendu les protocoles normaux. Étant donné les circonstances, c'est peut-être inévitable. » Le statut juridique du personnel des camps est une zone grise qui facilite cette approche. Bien que techniquement prisonniers de guerre, leur participation à des crimes contre l'humanité les place dans une autre catégorie. Le général Maxwell Taylor résume cette vision. Les hommes en uniforme SS dans ces camps ne sont pas des soldats, ce sont des geôliers et des bourreaux. Les lois de la guerre n'ont pas été conçues pour de tels hommes. Cette ambiguïté s'étend jusqu'aux documents officiels. Dans les rapports militaires, les gardes SS exécutés sont parfois listés comme tués en tentant de s'échapper ou comme des pertes lors d'opérations de sécurité. Dans d'autres cas, leur mort n'est tout simplement pas enregistrée. Les aumôniers militaires qui ont assisté aux libérations offrent un regard révélateur. Le rabbin Herschel Schachter, entré à Buchenwald avec les Américains, confiera plus tard « Spirituellement, je ne pouvais pas cautionner le meurtre même de ces monstres. Pourtant, je me suis retrouvé incapable d'intervenir. À cet instant, j'ai compris que la morale conventionnelle n'offrait aucune réponse. » Le père Edward Doyle à Dachau écrira « L'Église enseigne le pardon, mais aussi la justice. Quelle justice pourrait répondre à ces crimes? Peut-être seulement celle administrée par ceux qui ont souffert. » Pour les commandants, la solution la plus pragmatique était d'autoriser une brève période de représailles non reconnues avant de rétablir un contrôle total. Cette politique informelle a permis d'éliminer les tortionnaires les plus notoires et a offert aux survivants une forme d'action directe, un dernier règlement de compte. C'était une justice de transition, avant que les lents mécanismes des procès pour crimes de guerre ne se mettent en place. Une justice sans loi. Dans le silence qui suit les derniers coups de feu, les portes des camps s'ouvrent sur une vision d'enfer. Pour les soldats alliés, l'horreur dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Face à eux, des gardiens SS lèvent les mains en signe de reddition. À cet instant précis, une question terrible se pose, une question qui n'a pas sa place dans les manuels militaires. La loi exige la clémence, mais la justice semble réclamer autre chose. Sur le papier, les règles de la guerre sont claires. Les conventions de La Haye et de Genève interdisent formellement d'attenter à la vie de prisonniers qui ont déposé les armes. Un ennemi qui se rend doit être traité avec humanité. Le meurtre, la torture et les traitements cruels
sont considérés comme des crimes de guerre. Selon ces principes, l'exécution des gardes SS de Dachau et d'autres camps était une violation manifeste du droit international. Mais ces mêmes lois s'étaient avérées totalement impuissantes à empêcher le massacre de millions de personnes. Les nazis avaient méthodiquement démantelé chaque principe du droit humanitaire, créant une machine de mort qui opérait au-delà de toute loi. Face à un mal si radical, si systématique, les concepts traditionnels de justice semblaient dérisoires. Certains penseurs ont plus tard suggéré que face à un tel abîme, les cadres moraux habituels s'effondrent. Ils laissent place à un vide où de nouvelles réponses, plus primitives, doivent être trouvées. Pour les survivants qui assistent à la scène, ces principes juridiques abstraits n'ont aucun sens. Comment une procédure judiciaire, avec ses règles de preuve et ses peines encadrées, pourrait-elle rendre justice à des années de tourments quotidiens? Un ancien détenu de Dachau, qui participa au lynchage d'un capot, expliqua plus tard que son geste n'était pas une vengeance. C'était une tentative désespérée de restaurer un semblant d'ordre moral dans un monde mis à l'envers. La justice des tribunaux ne pourrait jamais comprendre. Le regard des soldats libérateurs ajoute une autre couche à ce dilemme. Ces hommes, formés au respect de la discipline militaire, se retrouvent face à l'industrialisation du meurtre. Les protocoles habituels concernant les prisonniers de guerre leur paraissent de soudain futiles, presque obscènes, à l'ombre des chambres à gaz et des fours crématoires. Dans une lettre, un officier américain écrit « Ce que nous avons trouvé ici me fait comprendre pourquoi Dieu a détruit Sodome. » La tension entre la discipline et l'indignation morale devenait insoutenable. Un mitrailleur qui ouvrit le feu sur des hommes de la SS qui s'étaient rendus à Dachau décrira plus tard une sensation étrange, comme s'il observait ses propres gestes de l'extérieur, horrifié mais incapable de s'arrêter. D'autres parleront d'une brève clarté morale, la conviction absolue que dans ce contexte, les règles normales ne s'appliquaient plus. C'est le terrible problème des mains sales. Dans des situations extrêmes, un chef ou un soldat peut être contraint de violer un principe moral pour servir une cause qu'il juge supérieure. L'acte laisse une tache, même s'il semblait nécessaire. La hiérarchie militaire elle-même est prise dans cet engrenage. En coulisses, certains officiers laissent faire, tolérant tacitement ces exécutions sommaires tout en les niant officiellement. C'est un compromis moral. Ils reconnaissent l'insuffisance de la justice conventionnelle, mais refusent d'en assumer la responsabilité institutionnelle. Un futur procureur de Nuremberg qualifiera plus tard ces représailles de « zone grise », un espace flou entre la vengeance et la justice. Le grand procès était encore loin, et dans l'intervalle, les pulsions humaines brutes comblaient le vide. Le dilemme reste entier. D'un côté, tuer un prisonnier désarmé est un acte intrinsèquement mauvais, quelles que soient ses fautes passées. De l'autre, ces représailles ont peut-être offert une forme de clôture psychologique aux survivants. Aucune grille de lecture ne parvient à saisir toute la complexité de ces moments. La question de la responsabilité morale devient presque insoluble. Le choc et l'horreur peuvent-ils atténuer la faute d'avoir violé les lois de la guerre ou ne font-ils que l'expliquer? L'écrivain Primo Levi a décrit la vie dans les camps comme une « zone grise » où les distinctions claires entre le bien et le mal s'estompent sous une pression inhumaine. Les représailles de la libération constituent peut-être une autre forme de zone grise, un moment où l'univers moral ordinaire suspend son fonctionnement face à une criminalité qui le dépasse. L'omission de ces événements dans de nombreux récits officiels témoigne d'un malaise collectif. Il était plus simple de se concentrer sur les atrocités nazies et la justice formelle de Nuremberg que d'affronter la réalité chaotique et moralement ambiguë de la libération. À l'instant même où l'humanité confrontait son chapitre le plus sombre, la ligne entre la justice et la vengeance était devenue presque impossible à tracer. Dans les marges de l'histoire, certaines vérités restent dans l'ombre, des meurtres que la mémoire collective a choisi d'effacer. Les représailles qui ont eu lieu pendant et après la libération des camps de concentration nazis occupent un angle mort singulier. Elles sont à la fois connues et ignorées, reconnues mais jamais vraiment discutées. Contrairement à d'autres aspects de la Seconde Guerre mondiale, ces actes de vengeance ont presque disparu de la conscience publique et des récits officiels. Le premier voile de silence est tiré par les militaires eux-mêmes.
Bien que l'armée américaine ait mené une enquête sur les exactions à Dachau, les conclusions sont enterrées lorsque le général Patton rejette toutes les charges. Le rapport d'enquête, classé secret, ne refera surface qu'en 1991, découvert dans les archives nationales. Sans reconnaissance ni sanction, ces événements n'ont jamais réellement intégré l'histoire militaire. Le schéma se répète ailleurs. Les archives britanniques sur Bergen-Belsen se concentrent sur la crise humanitaire, avec des références minimes au traitement des gardes SS capturés. Les soviétiques, à Majdanek, insistent sur les atrocités nazies, présentant la libération comme une justice triomphante et non comme un chaos vengeur. L'histoire officielle était déjà en cours d'écriture. À l'époque, les médias se focalisent sur l'horreur elle-même. Les cadavres, les survivants décharnés, les chambres à gaz. L'impact visuel et la clarté morale de ces découvertes sont absolus. En revanche, les représailles contre le personnel des camps présentent un récit ambigu qui complique l'image des forces alliées en libérateurs vertueux. La célèbre photojournaliste Margaret Bourke-White, qui a documenté la libération de Buchenwald, a admis plus tard avoir été témoin de scènes de vengeance. Elle a choisi de ne pas les photographier. Certaines choses, écrit-elle, semblaient privées, même en enfer. Les censeurs militaires ont renforcé cette vision sélective, écartant systématiquement les images de soldats alliés participant à des représailles. Le récit public devait être celui du sauvetage, pas de la vengeance. Après la guerre, le monde bascule dans une nouvelle confrontation, la guerre froide. Les récits occidentaux doivent alors souligner la supériorité morale des démocraties face au régime totalitaire. Admettre que des soldats alliés aient pu agir hors la loi, même en réponse à une telle barbarie, brouillait ce message. Il était plus simple de se concentrer sur la justice formelle de Nuremberg que sur la justice informelle exécutée dans les camps. Le silence gagne aussi le monde académique. Les premières études sur la Shoah se consacrent à documenter les crimes nazis, une tâche immense et prioritaire. Les réactions des survivants, y compris leurs actes de vengeance, semblent secondaires. De nombreux historiens hésitent aussi à aborder des sujets qui pourraient nourrir le négationnisme. Cela crée ce que l'historien Michael Berenbaum a appelé des « zones de silence », des aspects de l'histoire qui restent en marge du grand récit. L'effet combiné de ces silences a créé une vision incomplète, presque idéalisée, de la libération. Les images aseptisées de survivants reconnaissants embrassant les soldats alliés masquent la réalité complexe et chaotique de la nature humaine face à l'atrocité. Mais depuis quelques décennies, des voix s'élèvent pour combler ces vides. De nouveaux travaux d'historiens intègrent ces représailles dans leurs récits. Les musées de la Shoah adoptent des perspectives plus nuancées. Et surtout, les témoignages de survivants, collectés et archivés, incluent de plus en plus souvent le récit de ces événements. Avec le temps, beaucoup ont choisi de parler plus franchement d'aspects autrefois jugés trop controversés. Cette mise en lumière ne cherche pas à diminuer l'horreur des crimes nazis, ni à mettre sur un même plan un génocide systématique et des actes de vengeance spontanés. Elle vise plutôt à reconnaître l'humanité complète de ceux qui ont souffert, leur capacité à la colère comme à la résilience. Comme l'écrivait le survivant Primo Levi, nous ne sommes ni des saints, ni des philosophes. Notre humanité inclut la capacité de faire le mal comme le bien. Pour les survivants, l'occasion de se venger de leurs bourreaux, même brièvement, représentait plus qu'une simple revanche. C'était une reprise de contrôle après des années d'impuissance absolue. Une déclaration qu'ils n'étaient plus des objets, mais des êtres humains capables de jugement et d'action. Leurs décisions reflètent la situation impossible qu'ils avaient endurée. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être regarder ces événements en face, sans craindre qu'ils n'altèrent notre jugement sur les crimes nazis. Comprendre ces représailles, c'est ajouter de la profondeur à notre lecture de l'histoire. Et c'est se rappeler que face au mal absolu, les certitudes morales peuvent vaciller.